Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Deux thèmes cette semaine, les valeurs humaines et les arts. Valeurs humaines en compagnie de Mme Nancy Bois, qui est porte-parole de la Semaine des dons d'organes et de tissus. Et cette dame est accompagnée par une jeune greffée du nom d'Émilie Tremblay, qui a subi déjà 2 greffes. Vous allez voir, fort intéressant. Du point de vue des arts, nous allons recevoir Mme Suzanne Réaume, autrice, qui vient nous parler de son 2e roman qui s'intitule « L'effet de la gravité sur la lumière ». Et enfin, un artiste musicien, copropriétaire, chef d'orchestre du nom de Guy Saint-Onge, on pourrait lui donner plusieurs titres, et qui vient nous parler effectivement de sa programmation qui va avoir lieu au Havre musical de Lillet, qui est situé à l'île aux Coudres, ici même dans Charlevoix. Et en plus, on va apprendre un petit peu à découvrir l'homme. Bonne émission. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit effectivement Mme Nancy Bois, qui est militante pour les dons d'organes, entre autres, parce que c'est le sujet de notre première entrevue aujourd'hui, qui, vous provenez, vous, d'une famille d'un donneur. Puis là, on a la chance aujourd'hui d'avoir une jeune fille qui s'appelle Émilie Tremblay, qui a 12 ans, mais qui, elle, a été greffée par le fait qu'elle a pu avoir un don d'organes provenant de quelqu'un. On est chanceux. Merci de ta présence ici aujourd'hui. Tu n'es pas à l'école aujourd'hui, là? Non? On t'a donné congé d'école? Oui. Oui? Alors, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Madame Bois, quand on dit don d'organes, on dit un geste important à poser. C'est primordial même. C'est primordial, puis d'autant plus cette année, le slogan de la nouvelle campagne, c'est « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le ». OK. C'est pas juste de signer, mais il faut d'en parler. C'est surtout ça je pense que Transplant Québec, on se rend compte qu'il faut d'en parler. De signer, hein, ça fait pas mourir, mais d'en parler, ça fait pas mourir non plus. Donc, quand arrive le moment, parce qu'on est toujours dans des situations dramatiques, bien, au moins la famille est au courant des volontés de la personne qui critique. Tout est là, d'en parler, donc on communique le message comme de quoi on pourrait être ouvert à être donneur. Un donneur potentiel, comme on dit. Puis là, on en parle parce qu'effectivement, en plus, c'est la semaine des dons d'organes et de tissus. Là. La semaine du 21 avril au 27 avril. C'est toujours la dernière semaine pleine que j'appelle du mois d'avril, qui est consacrée, comme on dit, pour le don d'organes. Cette année, ça arrive juste après Pâques, en plus. Oui. Alors, Pâques, le Christ est ressuscité, il y a eu un miracle, mais là, avec un don d'organes, les miracles. Oui. Hein? Émilie, toi, tu as reçu 2 greffes. Malgré ton jeune âge, tu as juste 12 ans, tu as reçu déjà 2 greffes. Et la première, on m'a dit que tu étais comme bébé quand c'est arrivé. Là. Oui, j'avais 8 jours. Tu avais 8 jours. Ça, tu t'en souviens pas, hein? Quand on recule dans le passé, même adulte, des fois, ça on a de la misère à s'en aller vers 3, 4, 5 ans. Là. Mais toi, à 8 jours, tu as eu une première greffe. Puis c'était de quoi déjà? Tu vas le dire? Hein? Elle a eu une greffe d'une artère pulmonaire. Une artère pulmonaire. OK. Et de qui tu l'as eu? D'un bébé de 3 mois. D'un bébé de 3 mois. Wow, OK. Alors, ça, c'est les parents qui ont acquiescé par rapport à l'enfant de donner... Il faut croire qu'à l'hôpital, ils lui ont dit que d'après son problème, elle aurait besoin d'une greffe et que c'était peut-être la meilleure option. Fait que la vie était généreuse pour elle. Comme on dit, il y avait un tissu de disponible pour elle, en étant l'artère pour elle. La 2e greffe qui est arrivée à 6 ans, je crois? Oui. Elle, c'était pour le même organe. Oui. Parce que là, on vieillit, étant donné qu'à 3 mois, on est jeune. Hein? Normalement, c'est des tissus qui grandissent avec la personne. Donc là, il a fallu trouver le même organe, mais provenant de quelqu'un qui était plus âgé. Là. Est-ce que tu sais qui a donné le 2e organe? Une personne de 20 ans. De 20 ans, OK. Un monsieur, une dame, je ne sais pas? Je sais pas. Tu ne sais pas? Le fait de savoir que tu as reçu des organes comme ça te procure, toi, là, de dire, c'est une chance que tu as eue, là. Oui.
Une belle chance, parce que sinon, sa vie aurait pu être en danger par le fait même. Sûrement. Hein? Avoir une moindre qualité de vie aussi, là. Oui. Tout est là, c'est la qualité de vie par rapport à ce que l'on reçoit. Puis là, aujourd'hui, par rapport à ton âge, est-ce qu'il est prévu d'avoir potentiellement un autre don d'organes plus tard? Ben, pas pour le moment, mais pour l'instant, elle est encore adaptée. Oui. Mais si elle devient trop petite, on va devoir la changer. Voir à nouveau encore. Là, on ne sait pas vers quel âge ça peut se produire. Non. Puis on espère que ça ne se produise pas. Ça peut jamais se produire. Ça peut tu aussi vois-tu, ne hein? jamais se produire. Bon, on te souhaite bonne chance là-dessus. Hein? Puis en plus, je vois que tu as apporté une belle photo ici, comme telle, qui est avec un rêve d'enfant, parce que tout ce don d'organes-là est venu améliorer sa vie, sa qualité de vie. Puis toi, tu as une passion dans la vie, c'est les chevaux. Ouais. Puis avec rêve d'enfant, en quelle année ça? Ça fait déjà plusieurs années, là. Tu étais toute jeune là-dessus? J'avais 6 ans. Tu avais 6 ans, donc... puis là, ben, quelqu'un t'a fait un don d'un cheval. Ouais. Hey, hein? Chanceux. Hey, puis il s'appelait comment, ce cheval-là? Starlight. OK. Et, bon, malheureusement, le cheval a vieilli. Aujourd'hui, tu en as un autre, là. Ouais. Donc, c'est une passion qui continue, là. Ouais. OK. Puis tu fais de la selle anglaise? Western. Western, OK. Puis il y a une grande différence entre le western et la selle anglaise, hein? Quand même. Quand même. Mais est-ce que tu fais du western juste pour t'amuser comme ça par plaisir? Qu'est-ce que tu aimes d'avoir un cheval? Ben, d'avoir la complicité d'un meilleur ami, puis les chevaux, ben, ils peuvent pas te trahir. Ils peuvent pas te trahir. OK, ça c'est important, ça. Ça, c'est une amitié réelle. Ouais. Mais ça demande beaucoup de travail. Ben, faut quand même tenir ses responsabilités. Oui, ça responsabilise davantage. Ouais. Alors, c'est une chance. T'en fais autant l'hiver que l'été. Ben, plus l'été, parce que l'hiver, ben, c'est glacé et c'est dangereux. C'est dangereux pour l'animal. Et pour toi aussi, par le fait Ouais, même. ben, si l'animal glisse, on peut tomber, puis il peut nous tomber dessus. OK. Ah ouais, c'est lourd, hein? C'est une grosse bête. Fait qu'on prend moins de risques l'hiver. T'as jamais eu peur d'un animal aussi gros qu'un cheval? Non. Non? Ben, bravo, c'est le fun. Hein? Est-ce que tu veux plus tard t'orienter, je sais pas moi, en médecine vétérinaire ou quelque chose du genre? Ben, peut-être, mais je ne sais pas encore. Tu sais pas encore? Là, pour l'instant, tu profites effectivement du fait que tu es un animal. Ouais. Il y a quel âge de ton cheval actuellement? 6 ans. Il y a 6 ans, lui, là. OK, donc 6 ans, tu l'as eu à 6 ans, on a changé de bête, puis là, c'est l'animal qui a 6 ans. C'est un chiffre 6-12, là, c'est magique, là. Madame Bois, les dons d'organes, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Ben, je dis ça fait longtemps qu'on en parle. Il me semble que de plus en plus on en parle, ça c'est officiel. Oui. La situation s'améliore quand même. Oui, la situation s'améliore. Moi, ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui ressort dans tout ça, c'est qu'au moins le personnel hospitalier, les médecins et infirmières, sont plus vigilants lorsqu'il y a des donneurs potentiels. OK. Donc, ce qu'on appelle, il y a plus de références. Donc, d'appel à Transplant Québec pour leur dire, on pense avoir un donneur. OK. Donc, même, comme dit Transplant, on aime mieux avoir plus d'appels, puis après, ben, ils iront vérifier si c'est vraiment un bon donneur. Parce qu'il faut quand même des conditions. Oui, il y a toujours des conditions hein, pour que la personne soit un donneur. C'est pas n'importe quelle condition en soi. Là, je veux Non. dire, c'est pas une question de santé. Si la personne donne un organe, C'est ça. elle est peut-être pas en bonne santé, mais l'organe, lui, peut être en bonne santé. Oui. Tout oui. est là, hein? C'est donc de là de dire que peu importe l'âge. Et cette année, voyez-vous, ça a changé. On avait dit le plus jeune donneur avait 48 heures, Oh! mais cette année, le plus vieux, 92 ans. 92 ans? Donc peu importe l'âge, c'est la qualité de l'organe qui est importante là-dedans. Parce que malgré le fait, à 92 ans, on se dit en principe, c'est rendu à la fin de vie. Mais l'organe, lui, est encore vivant. Dans le fond, la fin de vie, c'est souvent le cœur et le cerveau. Quand ils disent mort cérébrale, Ouais. les morts, il y a un autre nom, là, Ouais. mais comprenez-vous, dans le fond, peu importe, c'est pas nous autres qu'on va savoir s'il est bon ou pas, l'organe. Ils vont s'en charger à Les l'hôpital. médecins sont là. Les médecins Oui. sont là. Mais comme vous m'avez dit tantôt, effectivement, lorsqu'on dit que c'est un donneur potentiel, première des choses, il faut que le décès s'effectue au centre hospitalier. Ouais, OK. Le deuxième, ben, c'est sûr qu'il y a des gens, déjà, qu'on peut savoir, oui, ça pourrait être un donneur. Comme j'ai dit des fois, ceux, entre autres, qui sont
par des ACV, comme mon frère. Ouais. OK, c'est subi. Mais aussi, il y a d'autres, je veux dire, comme les traumatismes crâniens, ce qu'on appelle aussi les anoxies cérébrales suite à des pendaisons ou des arrêts cardio, ce qu'ils appellent circulatoires, des noyades, et certaines tumeurs cérébrales. OK. Donc, le bassin n'est pas si grand que ça. Quand on y pense, moi, ça m'a toujours étonné. Ben oui, il y en a du monde qui meurt. Ouais. Mais c'est 1,4 % de tous les décès qu'on peut dire qu'il y a un donneur potentiel. OK. Donc, ça vient réduire la marge de manœuvre Oui, énormément. Là. Et ça veut dire que c'est à tous les 100 décès qu'on peut avoir un donneur potentiel. Et si on le manque, il faut attendre encore 100 autres décès. Tu veux dire que même moi, là, j'ai fait le geste, j'ai posé le geste, je vais donner mon corps à la science, puis Oui. effectivement, bon. Mais je pourrais ne pas répondre aux exigences. Ça se peut. Ça se peut Comme moi. je pourrais. Et là, si c'est pas les organes, ça peut être les tissus, par contre, qui peuvent être Oui, prélevés. oui. Ça, c'est moins à risque comme tel en termes de capacité. Là. Moi, je pense que oui, là, tu sais, tout est possible. Mais encore là, quand on parle d'organes, le délai pour faire la transplantation est quand même assez court. Ouais. De là, de dire quand on voit que, quand le personnel hospitalier voit que c'est un donneur potentiel, ben il faut qu'une décision soit prise là et non pas dans 3 mois. Ouais. C'est là. Mais moi, je vous le dis, mon expérience personnelle, on ne s'est pas senti non plus bousculé pour dire de signer. Beaucoup de respect et de dignité là-dedans. On parlait de risque, puis on parlait de capacité, effectivement, à pouvoir être donneur. Oui. Alors, dans les faits, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même 805 personnes qui sont en attente là, d'une greffe. 805 personnes, au Québec seulement, ça. Au Québec. Mais on améliore la situation parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en parle. Les organes les plus demandés, c'est quoi? C'est le cœur, le poumon, le foie, le pancréas, le pancréas-rein, l'îlot du pancréas. C'est le rein qui est demandé. Le rein comme tel. Beaucoup de reins sont en demande, le cœur, OK? le poumon. OK? C'est ceux-là les plus en demande. C'est les plus en demande. Puis on des parlait organes. ici comme notre copine ici, Émilie, a été chanceuse la première fois parce que tout ça était à l'hôpital au moment où ça s'est produit. Mais en général, les donneurs, pas les donneurs, mais ceux qui attendent une greffe, attendent, exemple, pour le cœur, c'est 231 jours en moyenne. Pour le foie, c'est 199 jours. Pour les poumons, c'est 265 jours. Les reins, qui sont les plus en demande en soi, là, c'est 448 jours. C'est quasiment Vous comprenez un an et demi. la là. fragilité de dire qu'ils perdent un donneur potentiel, Ouais. il faut que tu attendes encore 100 jours. Effectivement, c'est pas des farces, là. Ouais. Ça fait que, normalement, pour le pancréas, c'est l'îlot du pancréas, on parle de 354 jours. Ça fait que, C'est beaucoup. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, les chances que la personne qui est en attente d'une greffe, qui attend ce nombre de jours-là, puisse l'avoir à temps, c'est quand même réduit parce qu'on vit un problème médical. Oui. Hein? On aimerait en avoir plus. Ouais. Mais c'est la réalité. Et il y en a toujours dans l'année qui vont décéder, faute qui n'ont pas eu d'organes. Oui, tout est là. Tiens, Tout est là. je pense. Si je veux donner, j'en parle à ma famille, Oui. mes proches, parce que très souvent, on arrive sur notre fin de vie. Puis là, ben, on n'a pas assez parlé. La famille décide non, oui, je sais pas, je ne suis pas tout à fait au fait. Est-ce qu'on le fait comme pas? Est-ce qu'on pose le geste ou non? Le point d'interrogation. Présentement, là, il y a deux points où c'est les meilleures façons. La première façon, ben, c'est vraiment de s'inscrire au registre qu'on appelle de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie au Québec. Ça, vous avez ce papier-là lors de votre renouvellement de votre carte d'assurance maladie. Mais par contre, comme j'ai dit, si vous ne l'avez pas, mais vous voulez quand même vous inscrire, vous pouvez quand même appeler au 1-800-561-9749 pour avoir ce formulaire-là. 1-800-561-97 49. 49. OK. Ouais. Ça, c'est une des premières meilleures façons. Deuxième meilleure façon, c'est de s'inscrire au registre, mais ça en allant voir notre notaire. Donc, comme on dit, à la régie, je cherche mon mot, à la régie de la Chambre des notaires du Québec. OK? Ça aussi. Pourquoi les deux moyens sont les
meilleur, entre guillemets. C'est comme on dit, quand tu t'inscris dans un registre, c'est durable dans le temps. OK. Tu n'as pas besoin de le renouveler et c'est accessible au moment opportun. OK. Donc, on met les chances de notre bord, que Oui. tout le monde soit informé au moment de mon décès. Ouais. Et la troisième, c'est sûr, c'est de signer notre carte à l'endos de la carte d'assurance maladie. Et surtout, M. Charest, parlez-en à votre famille. Ouais, tout est là, hein. Parlez-en. J'ai signé, je le dis, moi, de dire nos volontés, ça ne fait pas mourir. Non, c'est pas ça qui fait mourir. Ouais. De toute façon, si on a la possibilité, la capacité de donner un organe ou des tissus, au moment où ça se passe, c'est parce qu'on est sur le point de mourir. Mais quoi qu'il y a des donneurs qui sont vivants, là, je veux dire, un rein, souvent, Ah oui. il y en a plusieurs qui acceptent effectivement de le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, on peut être donneur vivant, peut-être Vivant que je aussi. saurai. Vous aussi, hein, on ne sait pas. Ouais. Soit d'un rein ou aussi une partie de notre foie. C'est spécial parce que le foie, c'est le seul organe qui se régénère. OK. Fait que, Ouais. Émilie, toi, parce que tu as été une greffée, est-ce que tu es sensibilisée effectivement au don d'organes? Je veux dire, j'imagine qu'en grandissant, ça va dire, hey, si j'ai eu la chance de l'avoir, je vais aussi peut-être donner la chance à d'autres. Ben, pour l'instant, je porte pas vraiment attention à ça, mais de plus en plus, je vois qu'il y en a qui en ont besoin et qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, hein? Avoir une saine habitude de vie, puis on ne sait jamais comment que les choses vont se Parce produire. que moi, dans ma famille, il y en a beaucoup qui fument, puis ben, tu sais, Donc, je gage, tu ne fumeras pas, toi? non. OK. Mais je les encourage à arrêter. Oui, c'est bon. elle a un bon point, hein, Ouais. de faire attention à nos propres organes. hein. Oui. On a tendance à sous-estimer les différents abus que l'on peut faire. Quand on est jeune, bon, j'ai la vie devant moi. En vieillissant, ben là, tu vas voir, hop, plus ça va, moins il en reste à vivre comme tel. Ça fait que, bravo. Félicitations. Puis je vois que tu portes fièrement le petit sigle, effectivement, de don d'organes et de tissus. Hein? C'est important. La preuve, t'en es l'exemple. Toi, c'est venu, effectivement, allonger ta vie et améliorer ta qualité de vie, là. Ouais. Alors, à part la passion, côté études, ça va bien? Ben, quand même. Oui. Plus tard, tantôt, je parlais d'être vétérinaire, mais as-tu des idées de qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ben, je veux surtout être proche des animaux. Ah, bon. Parce que, effectivement, ça te procure un bien. Comme tu dis, c'est des bons amis. Ouais. Pour la vie. Et c'est le fun. C'est beau, hein? C'est très beau. On parle de don d'organes, comme on le dit, c'est la semaine, effectivement, qui s'en vient, qui est du 21 au 21 au 27 avril, qui est toujours la dernière semaine pleine du mois d'avril. On encourage les gens, effectivement, à donner, à en parler, à propager la bonne nouvelle. Vous l'avez mentionné, il y a différentes façons de le faire. Maintenant, on disait qu'il y a eu une légère baisse dans la dernière année de donneurs, mais il y a des explications un petit peu à ça aussi, là. C'est la médecine qui performe mieux qu'avant. Oui, la médecine performe mieux. Donc, pour Transplant Québec, ben ça fait moins De donneurs potentiels. Ben, en fait, on est moins d'attente. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y a eu une légère baisse, mais par contre, comme je vous ai dit, il y a plus de références par les centres hospitaliers. Mais si on a eu une légère baisse, comme vous dites, c'est parce que la médecine a beaucoup amélioré par rapport aux gens qui arrivent avec des, comment on dit, les traitements prodigués aux patients ayant des lésions au cerveau s'améliorent constamment. La médication, Oui, les et on chirurgies. intervient beaucoup plus rapidement lorsqu'il y a des pressions au niveau de la broade crânienne, parce que c'est là que le dommage C'est là que ça fait. se passe, hein, principalement. Et donc, c'est drôle à dire, comme ils disent à l'hôpital, on a moins de personnes qui se retrouvent en situation de mort cérébrale. OK. Ça, oui, ça a eu un impact sur les donneurs. Mais par contre, ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est qu'on a on a des gens les donneurs potentiels viennent de l'aide médicale à mourir. OK. Et quand même, parce que cette année, en 2018, il y a eu quand même 164 donneurs. Et sur les 164, il y en avait 15 qui provenaient de l'aide médicale à mourir. OK. Et quand on dit des fois aide médicale, C'est oui, une mais bonne, c'est une qui, bonne c'est statistique, qui? là, ouais. Hein, on n'oublie pas que les gens qui ont l'aide médicale à mourir ont toutes les facultés pour prendre la décision jusqu'à la fin pour dire oui, je Effectivement. veux ça.
Et dans les statistiques, il disait que ce sont aussi des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives, exemple comme la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Eh bien, Mais par contre, vois-tu, ces gens-là, à l'aide médicale, ils disaient que ça leur donne un sens à la situation qui est sans issue. Et sûrement aussi, ça donne une explication aussi pour le proche oui, aussi. tout est là. Hein? Pour mieux accepter. Au Québec, comme on disait, pour faire un don, il faut signer notre petite carte ou passer, comme vous l'avez mentionné. Mais il y a des provinces qui commencent à changer d'idée un petit peu, puis ils font ce qu'ils appellent un consentement présumé. Oui. Ce qui veut dire qu'on prend pour acquis que tu es donneur, puis si tu ne veux pas donner, c'est là qu'on fait le mouvement inverse. Il va falloir que tu signes une carte pour dire non, ça ne m'intéresse pas. Comme le pays de l'Espagne, comme je vous avais dit. Eux autres, c'est automatique. Si tu ne l'as pas signé, ça veut dire que... Tu es donneur automatiquement. Et voilà. OK. Mais là, tout récemment, j'ai été surpris. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Canada. La Nouvelle-Écosse, ils ont adopté ce qu'on appelle le consentement présumé. Donc, ils ont passé par l'Assemblée législative. Donc, quand même, comme il disait, c'est quand même la première juridiction en Amérique du Nord à poser ce geste-là. OK. Mais toutefois, la loi n'entrera pas tout de suite en vigueur. Ils disent pas avant 12 à 18 mois, afin de permettre de bien planifier la suite des choses et de sensibiliser la population et de former aussi le personnel de la santé. Ben oui. Ça, c'est pour la Nouvelle-Écosse. Le voisin qui est pas loin, Le le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, ben, tu vois-tu, eux autres, ils disent, quand même, ils examinent le projet de loi, eux autres aussi, pour le consentement présumé. OK. Fait qu'en tout cas, ça bouge. Puis ça nous, bouge. on est voisins du Nouveau-Brunswick. Peut-être que demain matin, le Québec va adopter une loi pour en arriver à ça. Là. On le souhaite du moins. Peut-être ça. que ça va changer toute la donne, tout ça. Là. Ouais. Ce qui est un fait important, c'est que quand une personne dit oui, je suis donneur, ça peut sauver 8 vies. Mais fou, hein? ça peut améliorer la qualité de vie de 20 autres personnes. Ouais. Ça commence à faire des petits, tout ça. Là. Oui. C'est très important. C'est pour ça que c'est un don. Un donneur donne 8 vies, peut sauver 8 vies. Et là, je me dis, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, comment 8 vies? Le cœur, le foie, des fois qu'on peut, 2 parties, le foie, le rein. Quelquefois, dépendamment du cas de la personne, ils peuvent le dire, chacun un. Les reins, comme je dis, 2 fois. Les poumons, des fois, ils vont se séparer aussi. Le pancréas. Tu sais, ça fait que je veux dire, quand tu comptes, ça fait 8, là. Oui. Et 20 autres personnes. Il y a juste le cerveau qu'on ne peut pas transférer, hein? Alors, transplanter ou quoi que ce soit. Mais de plus en plus, dernièrement, vous avez vu la transplantation au niveau du visage. Oui, ah oui. Donc, on est rendu loin, là. Ah, la médecine aujourd'hui s'améliore énormément. Ben, écoutez, on a passé le message. J'espère que les gens l'ont entendu. On espère du moins que les gens l'ont entendu. On les invite effectivement à poser le geste, d'en parler, puis de signer la carte. Puis s'ils vont chez le notaire pour un testament, bien qu'ils le mentionnent effectivement dans le cadre du testament, puis là, ça s'en va directement dans les livres, puis tout le monde est au courant. Et dites-le comme vous voulez, mais dites-le. Dites-le comme c'est Dites-le en autour plein de ça. vous, vos dispositions, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse. Super. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, de ta visite. Même si tu as sauté une journée d'école, je pense que tu as vécu une petite expérience qui est autre. Tu vas pouvoir en parler à tes amis, hein? Ouais. Puis, je te souhaite un bel été avec ton cheval. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Herman. Alors, Madame Suzanne Réaume, autrice, Voilà. bienvenue à l'émission. Alors, Merci. je me demandais si j'allais vous dire auteur ou autrice, parce que on entend de plus en plus parler sur les tribunes publiques que maintenant, c'est autrice qu'il faut dire. Et voilà, autrice, effectivement. C'est pas un mot qui coule doucement sur la langue, mais il y a un aspect historique d'au-delà de 300 ans. Et maintenant, l'Académie française a donné son assentiment. Nous sommes maintenant des autrices. Alors, le mot auteur va être à bannir. Non plus, on ne sait pas. Je ne le sais pas. Je pense qu'il y a encore des Va gens être un qui mélange. y tiennent. Bon. Il faut penser à la démocratie de la langue. Qui est officiellement 50 aussi de la population. Voilà. Tout est là. Vous êtes originaire de Saint-Irénée. Non, Oui. vous habitez Saint-Irénée. Et voilà. Parce que vous êtes une personne qui vient de quelle région? Je suis native d'Ottawa. D'Ottawa. Je ok. suis franco-ontarienne. OK. Et ma terre d'accueil, c'est ici, dans Charlevoix.
Et je vis le rêve d'une petite fille de 7 ans qui vivait à Ottawa, qui rêvait d'écrire des romans, puis de peindre, puis de chanter et de jouer des instruments de musique sur le bord du fleuve. OK. Puis j'ai tout ça avec des pommiers. Wow! Alors là, c'est le cas de dire que le rêve est devenu réalité. Exactement. Donc, c'était bien ancré, tout ça, là. C'était bien ancré, mais à un certain point, lorsqu'on a notre famille, puis la carrière, puis des responsabilités, ça devient juste un petit rêve nébuleux. Et lorsqu'on a notre retraite, et avec mon conjoint, on est venu faire un week-end en raquette. L'hiver en plus, et même pas l'été. Et voilà, à Ruisseau-Jureux. Et c'était au matin au petit déjeuner dans cette Côté Café où on était. Et j'étais en train de manger des bonnes crêpes au bleuet. Et je regardais le fleuve, puis j'ai regardé mon conjoint, puis j'ai dit, moi, je veux vivre ici. Puis là, mon conjoint a souri. Puis cet après-midi-là, on a commencé à chercher pour des terrains. Wow. Puis on était chanceux. Un coup de cœur au Ruisseau-Jureux. Et puis on a bâti une maison écologique. Ah. Et là, maintenant, on fait partie de la communauté et nous en sommes fiers. Alors, vous êtes une étrange bien établie. Et voilà. Bienvenue dans Charlevoix. Merci. Faites-vous en pas, on est deux étranges bien établis. C'est bien correct. C'est bien. Donc, vous avez déjà 2 romans à votre actif. Oui. Le deuxième s'appelle L'effet de la gravité sur la lumière. Voilà. Belle couverture en plus. Puis là, j'ai découvert en me posant la question que c'est vous qui êtes l'auteur, effectivement, de l'œuvre qui est sur la page frontispice. Et voilà, oui. Wow. Donc, vous avez plusieurs talents. Je ne sais pas si c'est des talents, mais c'est quelque chose qui m'occupe. Surtout aujourd'hui à la retraite. Surtout aujourd'hui à la retraite. Alors, vous avez comme 2 passions, mais présentement, on est ici pour le fait que vous avez édité récemment, pas vous, mais vous avez produit un 2e livre qui s'appelle, comme je dis, L'effet de la gravité sur la lumière. Oui. Ça porte à réfléchir, l'effet de la gravité sur la lumière. C'est quand même abstrait, tout ça aussi. Oui. Le titre intrigue les gens, effectivement. Ouais. Et puis, ça m'amuse parce que quand j'écris, j'ai déjà le titre en tête. Et l'effet de la gravité sur la lumière, vraiment, c'est si on pense au niveau de la physique, lorsque vous avez 2 corps célestes, il y a une force d'attraction incroyable entre les 2 astres. Et la lumière passe entre ces 2 astres. Parfois, la force d'attraction est tellement forte avec un des corps célestes qu'elle peut faire plier la lumière. Donc, dans la vie, parfois, il y a 2 personnes qui se rencontrent. La force d'attraction est tellement puissante qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre et qui peut faire plier sa lumière personnelle. Alors, il s'agit de décider, est-ce que je vis debout ou est-ce que je vis à genoux? Et voilà. OK. Donc, c'est des forces qui s'opposent. Et voilà, qui s'opposent, oui. Et est-ce que c'est primordial dans ce livre-là que quelqu'un ait raison par rapport à l'autre? Du tout. Du tout? Non, c'est le yin et le yang. Ici, dans ce roman, le personnage principal, Moira Corbeau, est un artiste au talent brut. C'est une force innée, c'est très viscéral. C'est une musicienne et elle devient la muse de Gabrielle Derry, qui est artiste peintre de Charlevoix. Donc, c'est une famille d'artistes. Une famille d'artistes, mais lui, c'est un talent qui vient de l'académie. Il est très cartésien, même s'il est artiste. Alors, leur premier cheval de bataille, ça va être vraiment ce discours entre le talent brut et le talent qui est enseigné. Et il y a du ressentiment chez le couple parce que l'artiste va prendre sa femme comme la muse. Et Moira devient la muse immortelle, intemporelle, malgré elle. Et puis, ça va l'empêcher de vivre son art. Alors, elle va sacrifier sa vie artistique pour devenir la muse de son conjoint. Et au fil des années, la muse devient mythique, elle devient plus importante que l'œuvre de l'artiste. Donc, voici encore du ressentiment, non seulement au niveau du couple, mais au niveau aussi de ce partenariat d'artistes. Une façon de réagir à la pression, je dirais, indirecte du côté cartésien par rapport à l'artiste instinctif. Très bien dit, très bien dit. Et l'œil aussi du public, parce que nous sommes tous des voyeurs et on aime voir qu'est-ce qui se passe avec ce couple. Donc, c'est un roman épistolaire, c'est une correspondance qui dure 2 ans. Et puis, la raison pourquoi je dis qu'on est voyeur, c'est qu'on aime ça regarder le courrier des autres. Alors, on rentre dans leur intimité. OK. Donc, l'artiste brute, madame, votre vedette dans le roman, Voilà. elle écrit. Oui. Elle écrit pour communiquer. Voilà. Alors, comme c'est une personne de passion, elle voulait transmettre à sa fille son histoire personnelle.
parce que c'était une personne quand même qui voulait avoir tellement une solitude parce qu'elle ne pouvait pas exprimer son art. Donc, elle a toujours vécu avec une certaine retenue. Mais lorsqu'elle reconnaît qu'elle est rendue aux dernières lueurs dans son esprit parce qu'elle est atteinte de Alzheimer's, elle va choisir le plus beau messager. Elle va choisir le papier Saint-Gilles, qui est une passion tangible. Que l'on connaît très bien ici dans Charlevoix. Que l'on connaît très bien dans Charlevoix. Vous savez mettre en évidence les belles choses de la région. Et voilà, il faut les dire. C'est comme Menot puis Félix-Antoine Savard qui dit « Regarde comment c'est beau, mais dis-le aux autres aussi. Oui. » Alors voilà. Et puis elle va faire pendant 2 ans une belle correspondance à sa fille en utilisant le papier Saint-Gilles. Et puis ça va être vraiment un travail de bénédictin avec à l'encre de Chine. Elle va écrire. Et ça va être sa plus belle poésie. Ce sont de très belles lettres. Mais elle va dévoiler des choses. Sur elle-même? Sur elle-même et sur son couple. OK. Dès le début de l'histoire, elle va confier les lettres à son conjoint parce qu'elle n'est plus en mesure de les transmettre à sa fille parce qu'elle n'a plus les habiletés cognitives pour le faire. Est-ce que la fille... Elle n'est pas dans le portrait du tout. Elle n'est pas dans le portrait. Non, elle est ailleurs, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Okay. Elle est sur la scène mondiale avec son violoncelle. D'accord, parce qu'elle aussi, c'est une artiste. Absolument. Okay. Et, mais on sait dès le début que Gabriel Derry ne transmettra pas les lettres. Il nous le dit dans la première lettre à sa fille parce que lui va vouloir dire son côté de l'histoire. Et à chaque lettre qu'il va lire de Moira, ça va dévoiler cette femme mystérieuse qui a vécu à côté de lui pendant 50 ans et qui, là, maintenant, dit exactement ce qu'elle pensait. Et pour lui, c'est un choc, mais pour avoir un sens de fermeture, il va écrire à la fille. Puis en lui disant, éventuellement, je vais te donner les lettres de ta mère, mais en ce moment, tu n'as seulement que les miennes et tu ne dois pas communiquer avec ta mère. OK. Alors, et Moira ne le sait pas. Et pendant 2 ans, elle va se demander pourquoi sa fille ne lui répond pas. OK. Ouais. Donc, c'est lui qui était cartésien, j'ai raison et toi, tu as tort. Ou je contrôle tout. Je contrôle tout. J'ai contrôlé la muse et j'ai du ressentiment parce qu'elle est devenue plus mythique que mon art, mais c'est moi qui vais avoir le dernier mot. Ça devait être une finale malsaine en soi, en termes de relations humaines? C'est pas malsain. Les relations humaines, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont malsaines? Elles sont juste profondément humaines. Mais la fin, effectivement, du roman va vous couper le souffle parce qu'on ne s'en attend pas. Okay. Philippa va revenir dans le portrait parce que il va avoir le symposium de l'art contemporain à Baie-Saint-Paul qui va faire une rétrospective sur l'art de Gabriel Derry. Et naturellement, on va fêter la muse immortelle, Moira, mais le public ne sait pas qu'elle a Alzheimer's et Gabriel va chercher à la cacher. Donc, il va convier Philippa pour les représenter au musée. Mm-hmm. Et au musée de Charlevoix également, le domaine Forget, toutes ces chapelles qu'elle a connues. On parle de la belle région, toujours. Et voilà. Et c'est Philippa qui va vraiment nous dévoiler le mystère dans le couple et sa relation elle-même à ce mystère. Parce qu'une muse, c'est l'intouchable, c'est le tabou. Uh-huh. Et c'est pour ça qu'elle est si puissante. Alors, on va comprendre le pouvoir de tout ça. OK. J'ai jamais connu le fait de vivre ou d'avoir une muse, mais quand même, je pense que c'est intéressant de voir la relation qu'il peut y avoir entre un artiste, sa muse, et la muse versus l'artiste. Et voilà. C'est un échange en soi aussi, là. Je pense à Dali et sa muse ou autre. Vous avez très bien compris. OK. Vous arrivez tout récemment du Salon du livre de Québec. Oui. C'est une autre expérience aussi, parce que là, on échange avec des lecteurs et lectrices, par le fait même, sur son œuvre. Comment ça se passe dans un salon comme ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes et beaucoup d'auteurs. C'est un bain de foule. Puis pour quelqu'un qui aime sa solitude, quand on écrit, on aime notre solitude, là, c'est un bain de foule. Pendant 4 jours, c'est un marathon. Épuisant. Épuisant. Et c'est aussi une leçon d'humilité. Parce que là, oui, on rencontre le lectorat. Et ça m'étonne toujours quand je rencontre quelqu'un qui a lu le livre ou qui a lu l'autre, mes nouvelles littéraires ou quelque chose, puis il me dit « Est-ce que c'est votre histoire? » Puis là, je dis « Non, c'est pas mon histoire. » Mais ils veulent vraiment que ça soit ton histoire. Ah oui? Ils veulent vraiment que ça soit toi. Puis moi, je leur dis, lorsque vous achetez le tableau d'un artiste peintre, et puis il vous montre une vignette de la vie, est-ce que vous lui demandez
si c'était les seules couleurs qu'il avait sur sa palette. Puis moi aussi, c'est la même chose. J'ai tout un peuple de personnages dans ma tête. Et puis, je vais les chercher, puis je les place. Alors, c'est pas mon histoire. C'est peut-être ma perception de certaines choses. Il y a certaines choses aussi dans la toile de fond qui est basée sur mon expérience, comme si je parle d'un temple, je l'ai vu, le temple. Si je vous le décris, c'est vrai. Mais c'est pas mon histoire. OK. Mais en même temps, la beauté de faire des livres et de créer, c'est l'imaginaire. C'est complètement l'imaginaire. Mais les gens veulent vraiment que ça soit ton histoire. Vraiment. OK. Êtes-vous tombée jeune dans l'écriture comme telle? Parce que je pense que vous avez été enseignante. Oui, effectivement. Alors, oui. puis dans le domaine littéraire en plus. Oui. Donc, c'est pas parce que vous étiez jeune fille à écrire un journal intime que là, tout ça a été débloqué, là. Non, j'ai déjà eu un journal intime, puis j'avais la discipline d'écrire seulement que 2 pages, ensuite j'ai lâché ça. Mais je me Inachevé. Inachevé, voilà. Mais je me souviens, comme enfant, de participer à des compétitions d'écriture. Puis pour moi, c'était tout à fait naturel. Mais je suis enfant unique, donc j'ai toujours habité dans un monde imaginaire. OK. Et je ne l'ai que transmis sur papier. Et ensuite, avec ma profession, j'ai, premièrement, au gouvernement fédéral, j'ai écrit pour des revues du gouvernement, j'ai écrit des discours pour des ministres, j'ai fait, bon, ça c'était plus que de l'imaginaire. Alors, on était dans le concret, là. J'ai été dans le concret et aussi parce que j'étais bilingue, j'écrivais dans les 2 langues. J'ai écrit pour des revues, etc., même scénariste pour des vidéos. Ensuite, c'est le domaine de l'éducation qui est venu me chercher. Et j'ai enseigné la littérature. Ensuite, j'ai enseigné à l'université aux futurs profs pour leur montrer comment enseigner la littérature. OK. Alors oui, c'est mon monde. C'est ça. Donc, ça devenait un naturel, à quelque part, j'imagine, de dire, tiens, là, je me lance Oui. dans l'écriture, puis j'écris mes propres œuvres. Et voilà, oui, oui. Oui, c'est un bon mot, ça, c'est naturel. Oui. On partage notre passion, puis on se dévoile un peu, parce que quand on dévoile une passion, on va le chercher au plus profond de soi. Et puis, pour moi, c'est un privilège de pouvoir le faire avec les gens. Puis, je suis toujours étonnée qu'ils me lisent. Je suis toujours étonnée. Puis là, les gens vont me dire « Ah, madame! » Puis ils vont me parler du roman. Puis mais je me suis dit, ben moi, tu l'as écrit pour qu'ils puissent le lire. Mais je pense à tous les autres auteurs et autrices qui ont écrit des perles. Et ces perles-là sont cachées dans un tiroir. Alors, j'encourage tout Il y en le a monde. plus qu'on pense. Oh mon Dieu, oui. Oui. J'encourage tout le monde de prendre le beau risque. Puis, si on peut avoir l'histoire, mais on n'a pas nécessairement le talent de bien l'écrire, il y a du monde qui sont là pour nous aider aussi, Oui, potentiellement. oui, Hein? c'est certain. Il y a plusieurs façons de se faire aider. D'avoir des bons amis qui vont vous lire et qui vont avoir le courage de vous dire la vérité. Chose qui est tellement comique, puis c'est un autre auteur qui me l'avait dit. Il dit, Suzanne, il dit, tes enfants, là, ils les liront jamais. J'ai dit, pourquoi? Bien, il dit, ils ont peur de se trouver là-dedans ou de trouver des secrets de famille. Ils vont lire le roman à la fin, mais pour leur demander d'être les premiers lecteurs, c'est difficile. C'est arrivé seulement qu'une fois qu'une de mes filles a Trop eu de proximité, là. Oui, c'est ça, oui. Tout est là. C'est hein? trop, c'est trop. Dites-moi, on a la perception, quand on réussit à écrire un livre qui est distribué à droite et à gauche, que, wow, on a l'image d'auteurs qui ont réussi et qui font beaucoup d'argent avec, parce que c'est des milliers et des milliers d'exemplaires vendus. Est-ce qu'on réussit à en vivre? Malheureusement, non. Non. Si je donne un exemple, qu'un livre se vend 25 l'auteur ou l'autrice reçoit 10 donc 2,50 Seulement. Seulement. L'argent va au distributeur, va à la maison d'édition, etc., etc., etc. Donc, la personne qui a pris 1 an, 2 ans à écrire ce livre ne bénéficie pas de ce produit-là financièrement. Ou si on n'a pas la personnalité de vendeur, je parlais une leçon d'humilité, c'est qu'on aime écrire, on aime le volet créatif, mais lorsqu'on s'en va au Salon du livre, on voit que c'est vraiment une business. Et puis, il faut rentrer dans un créneau spécifique d'une maison d'édition, sinon, si tu tombes entre 2 chaises, ils ne te prennent pas. OK. Puis deuxièmement, il faut que tu le vendes, ce livre-là. Alors, c'est là aussi une leçon d'humilité, c'est d'arriver puis de dire, je dois parler aux gens, puis les arrêter, puis dire, voulez-vous acheter mon livre? OK. C'est un petit peu comme vendre des pneus. Comme l'artiste qui fait les tournées des radios pour promouvoir son disque, Et et voilà. ainsi de suite. OK. Mais c'est très rare que quelqu'un puisse vivre
Alors, c'est plutôt comme une passion que l'on transmet. Mais les gens qui viennent à bout vont vendre 10 000 exemplaires, mais ce sont des grandes pointures. Et c'est un club très sélect, une chasse gardée. Alors, c'est difficile de percer dans cette chasse gardée-là. Ah, puis en même temps, comme vous le disiez, le défi, c'est de trouver un éditeur. C'est pas tout de l'avoir écrit, mais là, j'ai-tu quelqu'un qui veut me publier? Et voilà, ma première expérience, c'était un roman historique de 760 pages. Et puis, je l'ai présenté une fois et on m'a dit non. Puis là, maintenant, il est caché dans ma maison. Ça ferait un angle de bateau. Mais mes enfants me disent tu devrais y retourner puis regarder voir qu'est-ce que tu pourrais prendre là-dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il était bon dans le temps, il est encore bon sûrement. Et voilà. Hein? Tout est là. Écoutez, le livre, là, on peut se le procurer ici même à Baie-Saint-Paul, je pense à la librairie du centre commercial. Oui, à la librairie de Baie-Saint-Paul et aussi aux éboulements chez Robin. OK. Et aussi au dépanneur chez Léon et Lily à À Saint-Irénée. Saint-Irénée même. Encore une fois, Et c'est voilà. là que vous allez faire... C'est là qu'est le lancement. Ça va être un lancement party de cuisine et puis avec des petites douceurs préparées par Julia. OK. C'est le 27 avril de 13h30 à 16h. Et pour chaque roman qui est vendu, Julia nous offre une belle petite douceur avec sa biscuiterie. Et 5 de chaque roman ira au bénéfice de la Bibliothèque publique de Saint-Irénée. De Saint-Irénée même. Est-ce qu'il y a un point de vente à la Malbaie? À la Malbaie, oui, éventuellement, il va en avoir OK. un. Oui. C'est que je veux encourager les petites maisons avant d'aller dans les grosses boîtes. OK. Parce qu'il faut que nos petites librairies survivent ou le petit magasin du coin. Oui. Alors, c'est L'achat ça. local, L'achat local. l'économie circulaire, Voilà. tout est là aujourd'hui. C'est tellement, mais tellement important. Et voilà. Parce que si on perd ça, on perd plus que la fermeture du commerce. On perd une qualité de vie. Qualité de vie, puis c'est un effet domino. Un troisième roman en vue? Oui, il y en a un en chantier et celui-là se situe dans un des plus beaux rangs dans la Malbaie. Et là, j'ai puisé beaucoup. Mon inspiration, c'est la rivière de la Malbaie, OK. les Hautes-Gorges. Et le personnage principal est très intriguant, mais je ne veux pas trop dévoiler parce que tous les matins, quand je me lève, il y a un petit quelque chose qui change. Ah, Mais je connais toujours la fin du roman. Alors, je connais le début, puis je connais la fin. Puis là, il faut que je me rende dans le milieu. c'est là le défi. Et voilà. Il faut que ça se tienne puis qu'on arrive carrément à la finale espérée. Oui, mais je peux vous dire le titre, c'est L'incroyable légèreté de l'eau. Ah, Oui. Et puis, je ne l'explique pas tout de suite. non. Pourtant, on dit que l'eau est plus lourd que l'air. En tout cas, la légèreté de l'eau. Oui, et elle est temporelle. OK. Ouais. Mais il va y avoir du Menot là-dedans, il va y avoir du Laure Conan. J'aime beaucoup, comme prof de littérature, j'aime beaucoup retourner aux racines. Parce que, comme franco-ontarienne, nous autres aussi, on a lu Menot. Ça fait partie de notre culture. Puis Laure Conan. Et alors, c'est pour ça que j'aime donc ça retourner dans ça. Oui, c'est un privilège. Comme Gabriel Roy, dans L'effet de la gravité sur la lumière, Moira se compare beaucoup à Gabriel Roy parce qu'il marche sur la voie ferrée. Ils ont vécu un sacrifice pour le sens du beau. Alors, j'aime beaucoup ça, aller chercher les grands de la littérature qui nous appartiennent. On y fait référence. Et voilà. Oui, un petit clin d'œil. Pourquoi pas? Madame Réaume, merci beaucoup pour votre visite. Bon succès avec ce deuxième tome. Merci Et puis à beaucoup. partir de là, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt à votre troisième. Et quoi. voilà. Et pourquoi pas? Et merci beaucoup. Merci à vous. Bonne lecture à tout le monde. Guy Saint-Onge, bonjour. Bonjour, Herman. Guy, on porte plusieurs chapeaux. Copropriétaire de l'île, c'est-à-dire du Havre du musical de Lillet. On est directeur artistique, on est musicien, on est chef d'orchestre. On est un passionné de la musique foncièrement de base. Là. Oui, ben oui, ça a un rapport tout ça. Parce que si je suis à l'île aux Coudes, c'est pas parce que c'est un endroit extraordinaire pour partager la musique, puis ça a été un coup de foudre. Puis c'est la musique qui m'a emmené là. Ouais. Et puis ensuite, ben c'est ça écoute. Tout ce que tu as nommé, ça a rapport. Le dénominateur commun, c'est la musique. C'est la musique comme base. Ouais. Mais là, nous, je considère qu'on est très chanceux de t'avoir comme résident de Charlevoix. Puis surtout avec ce que tu fais maintenant, effectivement, à Lillet, là, au Havre musical de Lillet. Là.
depuis 5 ans, il y a des spectacles, Oui. Oui. j'appelle quasiment bucoliques, parce qu'on est dans un environnement superbe. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ça c'est... moi, je disais à un moment donné, il n'y aurait même pas besoin d'avoir de la musique, là. C'est que tu dis aux gens, venez vous asseoir et regarder, parce que c'est beau, beau, beau. Fait qu'on rajoute la musique là-dessus, puis c'est vraiment... C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'extrémité ouest Oui, de l'île. oui, exactement. On a vu sur Baie-Saint-Paul et sur le massif de Petite-Rivière-Saint-François, là, je veux Oui. dire. On voit passer des beaux bateaux, Ah oui. on puis entend de la belle musique. C'est comme une presqu'île à la pointe ouest. C'est un doigt, on appelle ça un doigt qui s'avance dans la mer. Puis on est sur la pointe, donc c'est un endroit... J'ai voyagé beaucoup, puis là, je ne veux pas être chauvin, là, mais je ne connais pas d'endroit comme ça. Mais c'est peut-être aussi vibratoire. Moi, quand je vais là, je deviens un être humain... Ah, que c'est quétaine, ce que je vais dire. Je deviens un être humain meilleur. Prenons-le comme ça sort. Mais pour moi, les vibrations, la fréquence vibratoire de cet endroit-là, avec la fréquence je pense qu'un être humain devrait être en harmonie avec, si tu veux. Je pense que c'est là la fréquence. C'est là qu'on parle d'une connexion. Là. Je parle d'une connexion, puis et je le ressens, puis les gens qui viennent, je me suis construit une petite place d'écriture de musique à la pointe, mais vraiment à la pointe. OK. Puis les gens qui viennent me voir, ça prend comme 10 minutes, là, s'asseoir sur le balcon, puis tout le monde fait comme... Oh. C'est comme si on redevient à la bonne fréquence. Moi, je le sais, j'arrive de Montréal là, tantôt, là, Uh-huh. et puis je sentais ma fréquence, mes vibrations. Là. Il faut que ça monte pour s'adapter à ça. On monte, on monte. C'est sûr que quand on habite là, j'ai déjà habité là, on s'en rend plus compte. On n'est C'est pas... devenu un standard. Oui, c'est un standard, on est là, puis... Mais quand je reviens ici, là, puis là, je retombe à la bonne place, tu comprends? Okay. Je retombe à où on devrait être. Donc, En tant qu'humain. En tant qu'humain, c'est ça, oui. Tout est là. Ouais. Mais le fait d'être à l'île aux Coudes, c'est suite à un spectacle que vous avez donné ici dans le coin. Ben oui. On avait été invités faire un spectacle de jazz. Et puis c'est là, après ça, on a rencontré Noël Ange, qui est la boulangère, qui nous a amenés à la pointe. Et puis ça a été ça a été un changement de vie, je le sentais là. Tu sais, des fois tu dis, oh wow, ça serait peut-être le fun d'être ici. Non, là c'était comme, Oh. oui. C'était violent. Puis je le regrette tellement pas. Puis en tant que musicien, on s'est dit, je ne fais pas juste m'installer, il faut que je fasse quelque chose ici. Là. C'est de là qu'ils sont venus les spectacles. Ben, en fait, je me souviens qu'on venait juste de signer. Et le propriétaire, il venait, on va faire le tour de la place parce qu'on ne savait même pas qu'est-ce que ça représentait. 538 000 pieds carrés. Là. Moi, j'étais un musicien, je peux te dire ce que c'est un Famina 9, mais tu comprends? Moi, je pensais que c'est ce qu'on voyait, où est-ce que le gazon était coupé. Tu sais. Mais finalement, c'était beaucoup plus grand. Et puis, il y a une petite forêt, il y a un petit lac, tout ça. Mais donc, on marche, et puis là, il me dit, je dis, ça aussi? Il dit oui. Puis là, il y avait un vieil hangar là, qui abritait un lac d'eau douce pour approvisionner. Ah oui, merci. L'eau, s'il manquait d'eau. Mais je regarde, puis le terrain montait après. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, c'est un amphithéâtre romain. Tu sais, je veux dire, c'est comme parfait. Puis là, avec la vue, là, je l'ai tout de suite vu. Là. Fait qu'on a fait démolir ça, on a fait remplir parce qu'il ne servait plus. C'était même dangereux. Fait qu'on a fait remplir ça, on a semé. Puis là, ça donne une grande place pour faire des concerts. Qui est formidable, qui est un agora naturel. C'est ça, exactement. Agora, c'est ça que je cherchais. Ouais. Alors, depuis maintenant 5 ans, parce que c'est la 5e édition cette année, là. Alors, on a commencé par, je pense, l'artiste principal était Daniel Lavoie qui était venu la première année. En fait, c'est ça. Mais moi, quand on a acheté, c'est ça, j'ai fait les plans du kiosque à musique. Et puis l'autre année... Bon, qui est une grosse pergola. Oui, c'est 48 pieds. 48 pieds, c'est une grande scène, sur le bord du fleuve. Et puis après ça, donc, là, j'ai pensé à faire des concerts qui rendent hommage, aussi qu'on avait un concert hommage dans la saison de spectacle. La première année, ça a été Daniel Lavoie. Après ça a été Michel Rivard. Après ça a été Jean Lapointe. Mais effectivement, Daniel, c'était la première année où on a fait ça. Puis je demande à Martin Brusson de nous faire
des belles pièces, belles œuvres d'art. C'est la beauté de la place. On peut arriver pendant la journée. Oui, On peut apprécier le décor, oui, le fleuve, marée haute, marée basse. oui. On y relaxe. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'après-midi, dans la fin de journée, parce que là, c'était les dimanches soirs, Oui. donc on commence à rentrer dans l'ambiance Oui, la prise de festive son, du spectacle. oui, tout c'est ça, ça, ouais. parce qu'on est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Donc les gens peuvent aller flâner, pour un peu l'expression. Ben, c'est ce qu'ils font. Puis d'ailleurs, c'est bien écrit à la pointe. On a écrit, nous sommes fiers de partager cet endroit avec vous. Tu sais, c'est bien important parce que c'est un endroit qui. D'ailleurs, en toute honnêteté, je pense que ça n'aurait pas dû être vendable. Ça devrait être l'UNESCO. Au UNESCO. Oui. Ah oui, à ce point-là, oui. Bon, moi, je pense que c'est un des plus bels endroits. Là, puis, ben, Ils ont peut-être un leg futur. oui, peut-être. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas que ça. Faut pas que. J'ai rien contre le développement, là, mais je sais que la famille qui était là, la famille Harvey, ils ont eu des projets à un moment donné, puis il y avait des condos là-dessus. Là, tu sais, ben, pas eux autres, mais ils avaient dit non. Ouais. Il y avait toutes sortes de projets. On est arrivé avec un projet de continuer l'hôtel puis faire de la musique. On a été très chanceux de pouvoir accueillir ça, mais il faut que ça reste, il faut que ça soit Parce que protégé. le motel était déjà là, lui. Oui, le motel était déjà là. On a OK. tout rénové, mais le motel était déjà là. Donc, il n'y a pas eu de bâtiment en soi là, qui s'est construit autour de cet Sauf emplacement-là, le kiosque à musique, sauf la scène. qui en soi a sa place considérant Oui, la vocation qu'on lui a donnée. oui, c'est ça. Tout est là. Ouais. Alors, cette année, en fait, l'an dernier, on a bonifié un peu les spectacles présentés parce qu'on a ajouté le samedi après-midi avec du jazz. Oui, l'année passée, ça a été ma première année, jazz sur mer. Je suis un amateur de musique improvisée. Et puis, je sentais que... Parce que le jazz, le mot jazz, c'est péjoratif. Hein? Oui, J'aime ça pas fait le peur, jazz. je connais pas ça. Ouais. Mais le jazz s'est tiré un peu dans le pied aussi dans les années 70, à un moment donné, quand ils se sont mis à faire free du jazz, free qu'il jazz, appelle, qui est même pour moi, comme, je comprends, mais c'était comme dans une bulle. Et puis, mais la musique improvisée, Bach en faisait, Mozart en faisait, c'est de la création spontanée. En ce moment, je suis en train de... On fait du jazz en ce moment. C'est une communication. Je n'ai pas pensé une demi-heure avant à ce que je te dis là. Fait que c'est la même chose. En musique, ça crée des moments absolument magiques. Comme là, par exemple, mettons, le concert d'ouverture de Michel Legrand, si je joue le thème de Maxence, par exemple, et je me ferme les yeux, je vais entendre le contrebassiste me répondre dans un endroit, puis ça va m'amener ailleurs. Puis quand les gens écoutent le jazz et ils comprennent ce qui se passe, et puis on l'a bien expliqué, c'est une autre dimension. Les gens m'en parlent beaucoup, ils me disent « On vient de découvrir quelque chose. On n'écoute pas ça de la même façon maintenant. » Non. Puis c'est de suivre l'artiste Oui, dans son phrasé musical. C'est ça. C'est quand même si c'est piano solo, c'est une... Il faut qu'il y ait l'honnêteté là-dedans. Il faut que chaque note veuille dire quelque chose. Parce que quand on est jeune, on est porté à faire des lignes bien vite là, pour impressionner. Mais je pense que ce qui est important, c'est que le musicien, chaque mot qu'il dit, chaque note qu'il dit, ait de la valeur dans le discours, dans l'émotion. Et puis, à ce moment-là, les gens vont le ressentir. Les notes peuvent être très espacées, mais parce qu'elles sont à la bonne place, on entend indirectement tout ce qui n'est pas joué. Oui, exactement. Tout est là, ça parle. En tout cas, Lire entre les je suis un amateur de jazz moi-même, fait que... je vais le voir de la façon que tu parles. C'est une musique inspirante. Oui. Mais, comme on le disait, pas tous les jazz, parce qu'il y a du free jazz. Oui. Il y a eu la vogue des big bands aussi, qui est assez particulier comme tel. Oui. Puis il y a beaucoup de mélodies, malgré tout ça, dans le jazz. J'ai adoré, moi, le disque que vous avez fait, le trio. Richard Desjardins. Oui, j'écoute ça en rafale encore aujourd'hui, je ne m'entends pas. Oui. Ah, bon, c'est Honnêtement, alors à partir de là, c'est beau, c'est inspirant, c'est doux, il y a des crescendos, mais à quelque part, on n'est jamais perdu. Richard Desjardins avait dit, quand il l'a entendu, il avait dit « J'aime beaucoup ça », il dit « Puis en plus, j'ai pas besoin d'entendre ma voix. » Puis lui-même, on a déjà fait du jazz aussi. Oui, ben oui. Hein? Avec Oui. Abitibi, je crois. Oui. Tout est là.
Parlant de la programmation de cette année. Oui. Donc, samedi après-midi du jazz, Oui. les dimanches soirs sont des classiques, il y a toujours des spectacles. Oui. On va parler du samedi après-midi. Oui, bien écoute, samedi après-midi, l'année dernière, c'était ma première année. J'ai voulu justement pour peut-être, je ne sais pas si c'était consciemment que je l'ai fait, mais je me suis mis à téléphoner à des chanteurs et des chanteuses qui ont fait du jazz, dont Joanne Blouin, Stéphanie Biddles, qui est notre porte-parole là, depuis l'année passée. Et puis, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Et ça a été un beau succès. Là, cette année, je dis, je ne referai pas la même chose. C'est ça que je me posais comme question, parce que je suis allé au lancement à la conférence de presse, puis par rapport à la programmation qui s'en venait, je me disais, jazz, Charlevoix, l'emplacement est superbe, c'est bucolique, c'est inspirant. J'ai dit jusqu'à quel point ça va, comme, excuse l'expression, pogner ou accrocher. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose. Moi, la musique m'a tout donné dans ma vie. J'ai été chanceux, parce que j'ai commencé à jouer du piano à 10 ans, puis là, je joue encore, je ne suis pas encore sur le marché du travail. Honnêtement, je n'ai pas commencé à travailler. OK. J'ai eu une très, très belle vie, puis je continue à avoir une très belle vie, très inspirante par la musique. Donc, moi, je veux partager la musique, là, parce que vu qu'elle m'a tout donné, j'ai comme ce besoin-là. Je ne suis pas un ange, là, mais j'ai besoin de ça. Ça a toujours été ça, moi. Jouer du piano, jouer de la musique pour les gens, pour toucher les gens, là, amène-en, n'importe où. Je vois un piano, je vais jouer, puis ça a toujours été ça. Donc, c'est pas pour faire un projet qui va être payant. Puis si ma comptable entend ça, elle va dire « Colin! » Mais honnêtement, c'est pour ça que je continue et je persiste à faire ça, contribution volontaire. C'est parce que je me dis, si je peux partager, j'aime mieux avoir comme 500 personnes à contribution volontaire, puis il y en a 200 personnes qui n'ont pas les moyens, puis qu'il y en a d'autres que de charger 20 25 puis qu'il y ait 50 personnes. OK. Tu vois, parce que c'est partager la musique, c'est faire découvrir la musique. Parce que quand je fais le jazz, par exemple, je parle des compositeurs, je parle des grands jazzmen, puis je fais remarquer des choses, écoutez bien telle chose, puis là, je leur montre avant. Ça, pour moi, c'est beau. Puis je ne sais pas si c'est une vocation, mais comme je dis, je me sens tellement redevable. C'est comme donner au suivant de par le talent qu'on possède. Oui. Ben oui, parce que c'est un cadeau. Hein. Tu sais, quand tu as un don pour la musique, ça le dit, c'est un don. Tu peux pas dire hey, « moi, j'ai un don ». Non, c'est un cadeau que tu as. Okay. J'aurais voulu jouer de la musique, je ne l'ai pas, ce don-là. C'est ça, c'est ça. Moi, je ne savais pas que j'avais un don quand j'étais jeune, jusqu'à temps où j'ai voulu. On m'a demandé de donner des cours. Puis là, j'ai commencé à donner des cours, puis j'ai fait « mais voyons, pourquoi? » Tu sais, je me souviens, quelqu'un en percussion, puis je faisais des congas, je faisais « toum, tac, toum, toum, tac, toum, toum ». Puis là, il faisait « tac, tac, toum », comme ça, tac, toum, toum. Mais il voulait, là. Mais là, je me suis dit, oh mon Dieu, il n'y a pas l'oreille musicale. Puis là, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir avec la personne. On peut aimer la musique, mais si on n'a pas le don, là, cette espèce de cadeau de la nature. Puis moi, j'ai été chanceux, là. Je remercie vraiment la vie de ça. Puis c'est pour ça que tu sais, tu me disais, ça va-tu pogner le jazz à Charlevoix? C'est pas important. À quelque part, c'est pas important. Puis ça fait quasiment un peu prétentieux de dire « Ah, ça marche pas. Je ne suis pas au-dessus de mes affaires du tout. » Puis tu vois, cette année, on est obligé de changer un peu la formule des concerts parce que justement, on arrache financièrement. C'est difficile parce que faire ça à contribution volontaire, s'il ne fait pas beau, si Météo Média, le lundi... On est à l'extérieur, c'est ça. Si Météo Média, le lundi, ont décidé qu'il ne ferait pas beau en fin de semaine, puis que les gens cancellent, puis les gens disent, bon, finalement, on n'ira pas, puis qu'il fait beau, exactement, on a vu ça toute l'année, puis l'autre année, c'est encore pire. Ce que ça fait, c'est que nous, on paye les artistes. Ouais. Fait que quand tu payes les artistes, puis là, il y a soit qu'il pleut, soit qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que, soit qu'il fait froid, soit pas comme une salle intérieure qui est garantie. Beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Puis on n'a pas de subvention gouvernementale non plus. Donc, c'est pas... je pense que ceux qui ont des grandes subventions, qu'il y ait une personne ou 200 personnes dans la salle, c'est pas si important. Mais je persiste à vouloir faire ça, contribution volontaire. Là, cette année, j'ai mis contribution suggérée, j'ai mis un montant. C'est tout à fait normal, je pense, considérant le fait qu'il y a des dépenses rattachées autour de ça. Ouais. C'est un gros avantage que l'on a de pouvoir assister à des spectacles à l'extérieur. Quand on dit contribution volontaire, le même spectacle serait en salle fermée,
il serait 50, 60, 80 dollars. Oui, oui. Si on va là, puis qu'on dit on donne un 10, un 15, un 20, peu importe, ça, c'est merveilleux. c'est un deal qu'on a, là. Oui, mais c'est ça. Mais puis moi, je blâme pas du tout les gens, là. C'est très important parce que je pense que c'est juste que c'est pas compris encore. Le principe de contribution volontaire, c'est presque moyenâgeux. Quasiment du troc, je te donne les bananes, puis tu me donnes... Tu sais, il y a des charmantes dames l'année passée qui sont venues me voir, ils étaient 3. Ils me regardaient dans les yeux, puis ils me serraient la main, puis ils disaient « Monsieur Saint-Onge, vous êtes tellement gentil de nous faire des beaux concerts comme ça, gratuits, pour nous, comme ça. » Puis là, c'est la preuve que c'est juste pas compris. Puis, mais il y en a qui comprennent, c'est sûr. Donc, il y a des fois, ça allait très bien. Tu sais, c'est quand on avait Marc Hervieux qui venait. C'est sûr qu'on est correct quand Marc vient. Mais tu vois, là on a eu des décisions à prendre parce que avec des fois les températures qui fluctuent, là, c'est ça. Mais par contre, j'ai trouvé, je pense, une belle façon de contourner puis de se rebâtir un petit peu là, avec les spectacles amateurs. Donc, cette année, tout ça pour dire oui, non, c'est correct. Au lieu d'avoir des chanteurs et des chanteuses, j'ai eu des instrumentistes. Et puis là, je me suis gâté parce que j'ai appelé probablement des amis avec qui j'ai travaillé toute ma vie, qui, je considère, c'est parmi les meilleurs au Canada. Pas juste moi qui le dis. Là, alors, on commence, imaginez, le premier show, c'est un ami, Pierre Gamache, c'est un trompettiste, mais multi-instrumentiste. Il ne m'a pas dit encore avec combien d'instruments qui vient, mais c'est assez impressionnant. OK. Des instruments avant, non, multi... Oui, exactement. Toujours instruments avant. Moi, je l'ai connu trompettiste, c'est sûr que ça va être le même instrument. Du saxophone, trombone et compagnie. C'est ça, puis on est toujours avec mon trio. Oui. Après ça, il y a Olivier Mador-Millette qui vient avec un B3 de l'orgue. La fameuse... Ça, c'est blues un peu, davantage? Blues, jazz. Ouais. Après ça, on a André Leroux, qui est un saxophoniste extraordinaire. Après ça, à la guitare, on a Gabriel Cyr, avec qui j'ai joué. C'est un génie. Richard Baudet, qui est un des plus grands ténors aussi. Ron DiLauro, qui est un trompettiste magnifique. André Larue, qui est un saxophoniste de Québec que j'ai découvert l'année passée. Je l'avais entendu parler. J'ai eu la chance de faire un jam session avec lui. J'ai fait comme « Oh my God! » C'est comme... Jean-François Côté, hey, ça c'est le fun, parce que pendant longtemps, je pensais que j'étais tout seul qui jouait du vibraphone quasiment, parce qu'on n'en voyait pas beaucoup. C'est pas un instrument. Tu sais, quand on est jeune et qu'on veut jouer de la musique, bien, une guitare, on peut en avoir à 60$. Pour les parents, c'est pas pire, mais un vibraphone en bas de 1000$, en bas de 2000$, c'est pas ça. Fait qu'il y en a moins. J'en ai un, moi. Ah, t'es sérieux? Mais j'ai pas le moteur. Ah, mais pas besoin. Non. Moi, je ne me sers pas du moteur. Mais il est tout désaccordé. Mais c'est un cadeau de mon beau-père, mais c'est un bel instrument. Ben oui, c'est un bel instrument. Fait que donc, j'ai trouvé Jean-François Côté qui vient vibraphone. Fait qu'on va sûrement faire des duos aussi. Fait que ça va être intéressant. Puis j'ai Pierre Parent, qui est l'équivalent québécois de Toots Stillman à l'harmonica chromatique. Puis c'est un virtuose aussi. Puis, c'est très important, le 24 et 25 août, j'ai un premier festival de jazz parmi ça. C'est fou, tu sais, j'en prends peut-être un peu trop. Mais ça fait longtemps que je veux faire ça, très, très longtemps. Festival de trio de jazz. OK. Donc, c'est piano, contrebasse, batterie. Des trios québécois. Qui vont venir. C'est sûr que mon trio, on va être là. Le dernier concert, ça va être un concert spécial, mais je ne vais pas le dire tout de suite. Mais le reste du temps, c'est donc, on attend combien de groupes? Parce que là, c'est un festival, plusieurs groupes vont venir jouer en trio. Là. Oui, c'est ça. Tu vois, comme le samedi matin, ça va être nous autres. Après ça, il y a 2 concerts le samedi matin? Oui. OK, vers les 10 heures? Ça commence à 10 heures. 10 heures. Après ça, l'après-midi, il y a 2 trios. Après ça, le soir, il y a 2 trios. OK. Après ça, le lendemain, c'est pareil. 1 trio le matin, 2 trios l'après-midi, puis un concert le soir. Wow! Gros week-end. Oui, un gros week-end. Dans Charlevoix. Allez, le coude. Oui. C'est vendu, c'est acheté. Du jazz. Oui, c'est ça va être le fun. Bon, je vais me réserver ce week-end-là. Oui. Ah oui, je pense que ça va être pour un amateur de jazz, ça va être merveilleux. Puis, tu sais, le trio, ce qui est le fun, le trio de jazz, c'est que je pense que c'est le véhicule parfait pour la communication. Piano solo, par exemple, tu te fermes les yeux, tu peux aller très, 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 très loin. Avec le trio, il se passe quelque chose de magique. C'est pas pour rien qu'il y en a autant. C'est vraiment une formation, une musique de chambre, en fait. C'est comme un trio à cordes, hein? Sauf que c'est vraiment le fun. Ah.
Programmation jazz, donc. Ça, Là, c'est- ça commence effectivement, quelle date tout ça? Là? Du 29 juin C'est jusqu'au 31 29 août. juin jusqu'au 31 août. OK. Ouais. Les samedis, puis sauf Les le, samedis le après-midi. week-end du festival. Ouais. Les samedis après-midi, c'est 14 h, Non, c'est 1h30. 1h30. 1h30, oui. OK. À cause des bateaux ou quoi que ce soit? Ben non, c'est pas parce ça, que les bateaux je- l'été sont. Oui, puis je veux aérés. profiter de la belle, beau La température. température, plus chaud de la journée. Bon, puis les gens, tu sais, je me dis, s'ils viennent manger un peu sur le terrain, ou venez prendre un café sur la Mhm. terrasse chez nous, quelque chose, ben ça leur donne, tu sais, tu décantes un peu, puis après ça, tu vas t'installer. Puis, OK. Mais il y a toujours les spectacles du dimanche soir. ouais. Hein? Là, je me paye la traite aussi. J'ai changé un peu la formule parce que faut dire aussi qu'en toute honnêteté, là, après 5 ans, à 10 concerts par été, on est rendu à 50, mettons 50, 52 artistes qui sont venus. Au Québec, des artistes qui sont susceptibles d'amener beaucoup de monde, parce que c'est un peu ça, hein, il faut qu'on ait beaucoup de attirer monde du monde. pour que ça continue à marcher. Bien, une fois que tu en as fait 50, il faut quasiment que tu recommences la roue, hein? Ouais, Tu ouais, comprends? ouais. Fait- mais avant de recommencer la roue, puis pour se remettre un peu là, sur la bonne piste, puis tu sais, de foncer, moi, ça fait longtemps que je me disais, tu sais, des fois, on a des artistes magnifiques qui viennent, puis des auteurs-compositeurs, par exemple. Et puis, il y a 3, 4, 5 chansons qu'on connaît. Puis les 15 autres, ben là, on les découvre. Et puis, c'est le fun. C'est le fun, on l'a fait, puis je vais continuer à le faire après. Mais ce serait le fun aussi de faire des concerts. Par exemple, un concert hommage à Aznavour, à Félix. Multiples succès. Ben là, c'est facile d'avoir 10 chansons que tout le monde connaît. Puis donc, j'ai monté ça, toujours un Québécois puis un Français. OK. En rotation. Euh, Ou le même soir. Non, le même soir. Le même J'ai soir, toujours OK. deux. Fait que ce que j'ai fait, donc, mais le premier concert d'ouverture, moi, je suis vraiment en deuil cette année. Michel Legrand, qui est décédé, qui était mon ami, un bon ami. Ouais, écoute, c'est ça, j'ai dirigé pour lui. C'est vraiment, pour moi, c'était le plus grand. C'était un être important musicalement parlant. Ça a été mon mentor. Ah. Ouais, ouais. Alors donc, je vais y faire le concert d'ouverture, puis cette année, c'est lui qui va avoir la sculpture. Ah. Oh oui, je veux l'immortaliser chez nous, là. C'est important. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque concert, il va y avoir 4, 5, 6 interprètes qui vont venir. Oh. Oui, à chaque concert. Donc, les gens, ils vont, comme on dit, ils vont en avoir pour leur argent, mais c'est que, par exemple, les plus grands succès de Michel Legrand, interprétés par un tel, un instrumentiste, tout ça. Ça va être des soirées magnifiques, mais surtout, les gens vont connaître toutes les chansons. Tu sais, Les Moulins de mon cœur, qui n'a pas chanté ça? Tu sais, les Parapluies de Cherbourg, l'été 42, bon, il y en a. Moi, personnellement, j'en connais peut-être 200, Michel. Fait que- Après ça, donc, là, l'autre concert, on tombe dans la formule des 2-2-2. C'est Jean-Pierre Ferland, Serge Lama. OK. Facile d'avoir 10 succès de chacun. Oui, oui. Claude Léveillé, Michel Fugain. OK, oui. Après ça, Félix Leclerc, Jean Ferrat. Ben oui. C'est beau la vie. Raymond Lévesque, Jacques Brel. Eh, Facile, hein? oui. Là, c'est le seul où on a 2 Français, bien, un Grec et un Français, Francis Cabrel et Georges Moustaki. Je trouvais qu'ils allaient vraiment bien ensemble. Et puis, c'est sûr que j'aurais pu peut-être prendre, je sais pas, Michel Rivard, tout, mais il est déjà venu. Puis je me dis, ça serait... Puis Moustaki, Ça a été un personnage aussi qui avait laissé sa marque. Là. oui, puis il a écrit pour plusieurs personnes. Non plus. Donc, il a écrit pour Pierre, puis il a écrit pour... Tu sais, fait que, bon. Claude Dubois, Charles Aznavour. Après ça, Gilbert Bécaud, Gilles Vigneault. Eh oui. Puis après ça, le concert de fermeture, Georges Brassens, Joe Dassin, Claude Gauthier, Sylvain Lelièvre. Wow. Puis il y a une chose de le fun, c'est que dans mes années de télé, j'ai fait quoi? 17 ans de télé, 15 ans de télé intense. En tant que chef. En tant que chef d'orchestre pour une émission pour de télé. des émissions télé. Ouais. Là, c'est une autre dynamique, c'est une structure, c'est organisé, c'est bang, Ah bang, oui, bang. c'est à chaque jour, comme dans le temps, là, quand j'ai fait le ad-lib pendant 9 ans, mais en même temps, l'été, je faisais l'été chaud. Fait en tout cas, c'était comme... Mais j'ai eu la chance de travailler avec pratiquement tous ces gens-là. Là. J'ai fait de la musique, bien sûr, avec Michel, sont avec venus Jean-Pierre ici au Ferland, Québec, puis, Serge Lama, Claude Léveillé, Michel Fugain, Félix Leclerc. Jean Ferrat, je l'ai rencontré, mais il ne chantait plus. Raymond Lévesque, Jacques Brel, ben non, Jacques Brel, j'ai pas eu la chance.
Cabrel, oui. Moustaki, non. Claude Dubois, oui. Aznavour, oui. Je l'accompagnais à Paris. Gilbert Bécaud, oui. Gilles Vigneault, oui. Travailler. Tu sais, c'est des gens. J'ai des anecdotes sur quasiment chaque chanteur. Puis ceux avec qui j'ai pas travaillé, j'explique. Donc, ça devient un spectacle personnalisé avec le vécu ou l'échange qu'il y a eu avec ces personnes-là. Fait qu'on parle, puis je parle aussi avec les chanteurs, les chanteuses, interprètes qui vont venir. Pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous avez choisi ce spectacle-là? Puis là, ils vont parler qu'est-ce que ça leur fait. Puis j'aimerais aussi, j'ai déjà demandé à certaines personnes de venir réciter un texte dans la soirée. Parce que les chansons, souvent, si on parle de Brassens, par exemple, Brassens, c'est un très, très grand musicien, même si les gens ont l'impression que c'est toujours pareil, c'est un énorme. Mais tu prends un texte de Brassens, puis tu le sors, puis tu le récites. Hey, tu découvres ça, là. C'est un poème en soi. C'est un poème, ben oui. Donc, ça va vraiment être des belles soirées. Ah, ça promet, en tout cas. Ça promet. Ouais. On parlait tantôt d'expérience de vie, les contacts. Vous l'avez mentionné plus tôt dans l'entrevue. À 10 ans, je pense que c'est là que ça se passait, oui. Le premier contact avec un instrument qui était un piano. Un piano, oui. Qui était dans le sous-sol. Oui. En fait, c'est quand mes parents ont acheté la maison à Laval, j'avais 10 ans. Et puis, dans le sous-sol, il y avait un piano. Mais les anciens propriétaires ne pouvaient plus le sortir parce qu'ils avaient fini le sous-sol, comme on dit, ils avaient mis les murs, tout ça. Fait qu'on a hérité du piano. Mais il y avait comme s'il était complètement faux, il y avait des notes qui étaient brisées, mais dans le milieu, il y avait comme un octave et demi qui était pas pire. Puis là, ils se sont rendus compte, mes parents, que j'étais toujours là-dessus. Fait qu'ils l'ont fait arranger. Merci beaucoup, papa, maman. Puis, et puis, je me suis mis depuis ce temps-là, j'ai pas... Ça a été une révélation. Ah ouais. Ouais. Puis, la musique a fait partie de votre vie d'une façon autodidacte, là. Bien, en fait, mais j'étudie tout le temps, c'est ça. C'est que je suis autodidacte, mais j'ai peut-être, sans traiter d'orchestration, j'ai peut-être 1000 partitions d'orchestre symphonique de tous les compositeurs, que ce soit contemporain ou baroque, tu vois. J'étudie tout le temps, j'en mange. Fait que j'ai appris. Mais je suis comme ça, par exemple, dans tout, même en horlogerie, c'est pareil. Tu sais, C'est ça, c'est une autre passion. Oui, c'est une autre passion. Puis c'est la même chose. Si tu voyais le nombre de volumes que j'ai, puis je peux pas m'asseoir sans avoir un livre. Puis... Fait que j'apprends. Comment dit la différence qu'on n'ait pas été sur un banc d'école pour dire je m'en vais à l'académie de je sais pas quoi, là, puis dire tiens, je prends des cours, puis je sors de là, je suis diplômé. Là. Ouais. C'est la passion qui vous amène à découvrir. Oui, exactement. Puis c'est sûr que quand tu apprends autodidacte, bien, c'est souvent t'essaies, erreur, t'essaies. Mais si tu essaies souvent, bien, tu t'améliores souvent. Et puis là, ça fait qu'à un moment donné, tu as la chance d'avoir un peu ton son de façon plus personnelle, vu que tu l'as appris par toi-même. Comme moi, j'ai appris à orchestrer. Par exemple, je prends un score de Debussy, par exemple. Là, j'écoute, et puis là, j'entends, puis là, je lis, puis là, j'entends une belle couleur orchestrale, j'ai un crayon. Puis là, je continue à écouter, puis là, je dis, les flûtes, ça, c'est beau, comme ça. Puis là, après ça, je m'assois, puis je regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, mais si on fait ça pendant 10, 20 ans, 30 ans, de chaque compositeur, on arrive à se faire quelque chose qui est bien personnel à nous. T'sais. Puis là, je suis en train de composer une suite symphonique sur le fleuve Saint-Laurent, qui s'appelle Moliane Tegot, qui s'appelle... ça, c'est le jazz, la grande rivière en Abénakis. Okay. Donc, je travaille là-dessus depuis presque 1 an maintenant. Puis, c'est ça. Mais là, je me bats pour m'éloigner de mes héros, si tu veux. J'essaie d'oublier ce que j'ai appris de Stravinsky, puis de Debussy, puis de Ravel. Puis là, essayer de trouver mon langage harmonique. Tu vois. Ça va être plus classique? Oui, c'est très classique. C'est en 3 mouvements. Okay. Le premier mouvement, c'est... avec flûte indienne, avec un orchestre symphonique, avec des tam-tams indiens. Le deuxième, l'instrument soliste, c'est le violon. Le troisième, c'est le corps français. Okay. C'est le fleuve, comme avant l'arrivée des Européens. Après ça, c'est à l'arrivée des Européens. Jean Cartier et compagnie. Après ça, puis après ça, le troisième, c'est l'immensité, l'immense beauté du fleuve avec le fait d'être dans le milieu du fleuve. Ah, moi, je suis tellement dedans, là. Oh, boy, oui. In the middle of nowhere, comme ils disent les anglophones. Mais on touche à plusieurs instruments aussi. Par le fait même, c'est la curiosité qui a amené guitare, piano, vibraphone. Pour moi, je ne voyais pas de problème quand j'étais petit. Vu que j'ai eu le cadeau d'avoir une bonne oreille, qui est un cadeau, donc je ne voyais pas de problème de vouloir essayer de toucher à tout. C'est sûr que quand tu touches à tout, tu n'es pas un virtuose dans rien, mais tu te débrouilles dans tout.
OK. Fait que c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé comme les 15 dernières années ou les 20 dernières années, quand je produisais un disque, je jouais tout. C'est pas parce que les autres étaient pas bons, au contraire, mais j'arrivais très vite à ce que j'entendais dans ma tête. OK. Parce que souvent, puis en plus, c'est frustrant des fois parce que je me souviens des gros projets que je faisais, là, puis là, j'avais un budget pour engager tous les meilleurs, tu sais. Puis tu sais, mettons, tu t'engages le meilleur percussionniste de Montréal, puis dans cette pièce-là, tu entends un parce que c'est important, parce que tu entends, là. Puis lui, étant donné que c'est le meilleur, ben, il va faire OK. Puis là, tu dis non, plus simple. Puis là, il fait non, plus simple. Tu comprends? Ouais. J'ai eu à vivre ça des fois, puis c'est pas. Enfin, ils sont 100 fois meilleurs que moi, mais j'arrivais à aller chercher plus la couleur que je voulais tout de suite. Qui devient une signature. Oui, bien, c'est ça, c'est ça. Hein? Tout est là. On a touché à tout. On est seul devant un instrument, on s'amuse. Ouais. On est en groupe et en trio, on s'amuse. On dirige un orchestre, on s'amuse. C'est aller aux gros orchestres. Là. Ouais. Ça, c'est d'autres choses. Là, on n'est plus musicien, mais on est chef d'orchestre. En fait, c'est mon métier d'orchestrateur qui m'a amené à diriger mes orchestrations. Ça fait longtemps que j'écris pour les orchestres symphoniques, les grands orchestres. C'est devenu un peu mon métier. Mon instrument principal, souvent les gens me demandent, c'est quoi ton instrument principal? Puis c'est le crayon, je pense. C'est là que j'ai le plus de technique, si tu veux. OK. Fait que, et puis, ben oui, ça m'a amené à voyager beaucoup puis diriger des grands orchestres. Ça a été... C'est un autre feeling, ça, là. C'est un autre feeling. C'est un autre feeling. Il y a une grande responsabilité. Puis en même temps, moi, j'ai une anomalie dans ma tête. J'ai pas de stress. Les fils de stress sont pas branchés. Ils ont oublié. C'est un défaut. Fait que j'avais aucun... Alors, on se lance, puis... Oui, c'est ça. Je ne suis pas plus nerveux de diriger 110 personnes qu'être en piano solo. Mais j'ai senti 2 fois dans ma vie ce qui ressemble à un stress, mais c'était un feeling d'imposteur. Mais puis c'est arrivé, je pense que c'était à Saint-Pétersbourg. J'étais sur le côté de l'orchestre avant que les lumières baissent puis que je m'en aille. Je salue puis je dirige l'ouverture. J'étais là, puis je parlais à mon père parce qu'il est décédé, puis je dédiais toujours le spectacle, tu sais. Et je me retourne, puis là, je vois les 110 personnes qui sont là. Puis je vois sur une partition du tubiste, le tuba, le dernier instrument, je vois c'est marqué « Orchestration Guy Saint-Onge ». Puis là, je me souviens, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Pourtant, on avait répété, là, tout était beau, on faisait le show depuis longtemps avec d'autres orchestres. Puis là, je me suis dit « Oh mon Dieu, s'ils savaient que j'ai jamais étudié, s'ils savaient que j'étais un petit gars de Laval qui a joué du piano, qui n'a jamais pris de cours, tu comprends? Je me suis dit, je vais être démasqué. Tu comprends? Parce que pourtant, c'est non, parce que j'ai fait mes classes pareil. J'ai étudié, puis je me suis rendu là parce que je suis un passionné, je suis un fou. Fait que... C'est un petit peu l'histoire du Québécois, là, le petit Québécois, tu sais. Peut-être, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, en plus, la musique là, en Europe, quand tu es musicien, là, c'est... Je sais, au début, ça me rendait mal à l'aise. Ils me disaient « Maestro ». Puis là, je disais, ben là, il y a un décorum autour de ça. Oui, mais c'est parce qu'un musicien, là-bas, c'est bien vu dans la société. C'est une longue histoire, là, les conservatoires et tout, tu sais, c'est merveilleux ici aussi, mais là-bas... Fait que, puis là, je voyais toutes les têtes blanches. Il faut dire que moi, je donne pas ma place, mais je voyais toutes les têtes blanches de ces grands musiciens-là qui ont travaillé fort, là. Puis là, je me disais, oh mon Dieu. J'ai eu ce feeling de dire, oh, s'ils savaient. Ouais. C'est nono. C'est quelque chose, mais merci de l'avoir partagé quand même. C'est beaucoup d'honnêteté et d'humilité. Non, mais c'est ça qui est Tout est là. Alors, on répète les dates des spectacles. Oui. C'est du 29 au 31 août pour le jazz. Les samedis. Puis les dimanches, donc, c'est du 30 juin jusqu'au 1er septembre. Oui. C'est là que ça se passe. Il y a le festival de trio de jazz le 24 et 25 août. Oui. Première édition cette année. C'est à ne pas manquer, quoi. Puis le but de ça, c'est que si ça va bien cette année, je vais essayer l'année prochaine, en ouverture et en fermeture, d'avoir des trios d'ailleurs. Donc, être capable de faire venir un des plus grands trios européens qui viennent sur la scène ici, puis un trio de New York aussi. Fait que j'ai des contacts, tu sais, mais là, c'est une question parce que juste le billet d'avion... Oui, tout est là. Mais quand les musiciens viennent jouer ici, là, sur la rotonde là, que vous avez construite, là, dans le contexte où on regarde, c'est un lieu mythique, là, je trouve, en tout cas magique. Oui, totalement. Ils doivent se dire, si tu me rappelles, je reviens. Là. Oui. Hein? Il y en a qui disent aussi,
pourquoi on ne joue pas en regardant le fleuve? Ah. Parce que la vue est tellement belle. Ouais. Oui, oui. C'était là. Ah non, mais c'est sûr. Mais il faut dire que les gens sont tellement généreux de de leurs sous, mais aussi de leur appréciation des artistes. Tu sais. On a vraiment beaucoup d'amour en retour quand on fait ça. Je sais qu'à la fin, là, quand les gens se lèvent, là, puis je regarde ceux qui sont là, qui sont venus, là, je vois qu'ils ils sentent bien. Là. Les gens de Charlevoix, c'est des mélomanes. Hein? En fait, ils aiment les arts. Okay. Je pense que ceux qui sont nés ici, ils sont entourés de beaux paysages, de beauté. Mais si tu regardes le nombre d'arts, d'artistes ici, peintres, puis des sculpteurs, puis tout ça, il y en a beaucoup. C'est riche. C'est très riche. Alors, pour l'amour de la musique, ouais. Une série de spectacles à ne pas manquer. Le Jazz sur mer les samedis, puis comment on l'appelle, les grands concerts hommages, effectivement, le dimanche soir. C'est ça. Merci beaucoup, Guy Saint-Onge. Hey, c'est un grand plaisir. Merci. Merci. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous avez pu le constater, des sujets fort intéressants, variés et enrichissants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même pas, sur les ondes de TVCO. Puis si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO numéro 88 435 5134. Alors, au revoir, à la prochaine et à très bientôt.